Bonjour à toutes et à tous, chers parents de l'arrondissement. Bienvenue donc à cette nouvelle conférence à destination des parents et des familles pour traiter des questions de parentalité et des questions qui intéressent, je dirais, le développement et l'éducation des jeunes enfants. Et donc, je vous souhaite d'abord une très bonne année 2024 ainsi qu'à vos familles, à tous vos enfants. Donc, nous nous retrouvons à nouveau là pour une nouvelle conférence. Donc je vous rappelle que c'est des conférences, qui ont lieu à peu près une fois par mois. Donc la prochaine aura lieu le 7 février à 13 heures toujours sur la prévention des risques d'accidents domestiques avec, le même lien Zoom sur lequel vous pouvez vous connecter et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces conférences sur le compte YouTube de la mairie du 14e arrondissement. N'hésitez pas à revisionner tranquillement ces conférences et à les, faire tourner aussi autour de vous. Alors aujourd'hui, et je vous remercie madame, Amélie Bridé de nous avoir rejoints. Donc, nous vous accueillons aujourd'hui pour, cette, conférence consacrée au développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans. Donc vous êtes, bien sûr, une spécialiste du sujet puisque vous êtes, psychomotricienne. Vous exercez en libéral depuis 8 ans, après avoir travaillé en crèche et auprès, d'un public en situation de handicap. Vous recevez régulièrement des jeunes enfants de cet âge-là et avez à cœur de les accompagner et d'accompagner leurs enfants à mieux grandir. Vous développez également des actions de sensibilisation, développement psychomoteur des jeunes enfants dans les crèches et en organisant des ateliers nombreux. Et donc vous êtes passionnée par votre travail et on vous félicite aussi puisque vous êtes une jeune maman depuis, je crois, 3 mois. Voilà. Merci. Donc je vais vous laisser la parole et je vous donne la main pour 1 heure à 1 heure et demie de conférence et chers parents qui êtes là, n'hésitez pas aussi à intervenir ou en levant la main ou bien en mettant une petite question sur le chat. Et donc madame Ridé, nous a dit juste avant qu'elle aimait bien les conférences, interactives, pour que ce soit encore plus vivant. Merci beaucoup, je vous laisse la parole madame Ridé. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler ensemble du développement psychomoteur du jeune enfant de 0 à 3 ans. Et en effet, je suis assez, habituée de proposer des interventions assez interactives. Donc je vais vous présenter, voilà, les étapes de développement du jeune enfant. Je vais vous montrer comment ça va s'articuler. N'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et puis on gardera de toute façon un temps d'échange aussi à la fin si, certains préfèrent poser leurs questions à la fin de la présentation. Alors, donc dans un premier temps, je vous rappelle que le développement psychomoteur, ce n'est pas seulement la motricité, puisque souvent, c'est un petit peu le raccourci qui est fait. Psychomoteur, il concerne à la fois le développement de la motricité globale, en effet, mais aussi de la motricité fine, des compétences langagières et le développement, affectif et cognitif. Alors, dans le développement du jeune enfant, ce qui est important, c'est la succession des étapes du développement et leur mise en place. C'est important que l'enfant acquiert de nouvelles compétences dans une certaine continuité. Donc, vous verrez sur la présentation que je vais vous fournir ici, je vous donne des tranches d'âge, d'accord? L'âge est donné à titre indicatif. Je précise parce que ça ne veut pas dire qu'un enfant qui ne fait pas ce que je vais vous citer à l'âge dans la tranche d'âge ciblée, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un souci. Il faut prendre l'enfant dans sa globalité, d'accord? Mais l'idée, c'est de vous donner quand même une tranche d'âge. Dans ma présentation, je vais vous présenter effectivement les compétences, que l'enfant est censé acquérir au fur et à mesure de son développement. Mais j'en profite aussi pour vous donner des conseils, de ce que vous pouvez faire en tant que parent pour accompagner votre enfant dans ses explorations motrices et sensorielles, langagières, cognitives et affectives, tout en lui laissant sa liberté d'exploration. En effet, pour moi, c'est important de vous donner, oui, la théorie, mais aussi finalement, vous, en tant que parent, comment vous pouvez accompagner votre enfant ou en tout cas, comment vous pouvez jouer avec lui à la maison sans être dans une stimulation, forcément, à proprement parler, mais comment vous pouvez jouer avec votre enfant pour, voilà, l'accompagner dans son développement, à lui. Alors, donc on a ici une première étape, la première tranche d'âge de 0 à 6 mois. Hop, excusez-moi, je voudrais juste avoir le pardon.
Alors, il y a une première partie dans cette grande tranche d'âge 0-6 mois, pendant laquelle la motricité du bébé est une motricité réflexe, d'accord? C'est-à-dire que, le bébé, tous les mouvements du bébé vont être de l'ordre du réflexe, ce n'est pas du tout volontaire. Vous voyez à côté, j'ai mis les termes, techniques, mais que je vais vous expliquer là, d'hypotonie, axiale et d'hypertonie périphérique. L'hypotonie axiale, c'est-à-dire que, dans cette phase-là et notamment, sur les 1 mois et premières semaines après la naissance, le dos du bébé, ne tient pas dans le sens où il n'a pas de le tonus est très faible. Donc on a plutôt une colonne vertébrale, hem, un peu comme de la guimauve, et à l'inverse, nous avons les bras et les jambes qui sont plutôt très crispés, donc très fléchis, d'accord? Ça, c'est l'attitude corporelle normale d'un enfant à la naissance. Donc sur cette tranche d'âge-là, notamment au départ, c'est important d'installer hop là, alors attendez, excusez-moi, je crois que mon partage d'écran est parti. Voilà, pardon. L'installation sur le dos est à privilégier parce qu'elle est moins fatigante, en tout cas dans les premières semaines de vie. Je rappelle donc là que la saisie des objets est donc involontaire puisqu'on est sur une motricité réflexe. Hem, le nouveau-né a, de prime abord et surtout des compétences sensorielles. C'est-à-dire que, la sensorialité lui permet de découvrir le monde qui l'entoure. C'est vraiment là-dessus que le nouveau-né se base pour comprendre ce qui se passe autour de lui quand il arrive dans ce monde très différent du monde intra-utérin qu'il a connu donc pendant 9 mois. Donc à savoir que quand le bébé naît, il a une vision floue. Il perçoit les sons, il reconnaît les odeurs du sein maternel, et pour lui, c'est très important d'être bercé et d'être touché puisque, c'est ce qu'il a essentiellement connu quand il était dans le ventre de sa maman. Alors je précise pour la vision floue. Hem, En gros, le nouveau-né sur les 2 premiers mois, il ne voit net qu'à la distance, hem, de 30 centimètres qui correspond en fait à la distance entre la tête du bébé quand il est au sein de sa maman et le visage de sa maman, d'accord? Au-delà de cette distance-là, les 2 premiers mois, l'enfant n'a pas du tout une vision nette. Voilà, je rappelle que sur ces premières semaines et le premier, deuxième mois, il a besoin d'être porté, bercé, contenu, vraiment. C'est des choses très importantes et je vous le rappellerai, par la suite quand je vous dirai un petit peu ce qui peut être fait, à la maison. Deuxième partie sur cette phase de 0-6 mois, on a l'enfant qui va commencer à tenir sa tête. Hem, c'est important à ce moment-là de pouvoir le mettre, sur le ventre. Et je mets plus, 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 d'accord? Parfois, on entend qu'il ne faut pas mettre un enfant sur le ventre trop tôt. Alors, on fait vraiment abstraction du couchage puisque voilà, il y a des recommandations, pour le couchage, mais lorsque votre enfant est éveillé, vous pouvez tout à fait, il peut être au tapis et on peut l'installer à plat ventre et au contraire, c'est, très, très, très important puisque en étant à plat ventre, ça lui permet de tonifier, son axe corporel, donc sa colonne vertébrale. C'est comme ça qu'il va se muscler finalement, d'accord? Hem, c'est aussi dans cette position-là qu'on peut voir, les premières manipulations, d'objets, quand l'enfant est à plat ventre, d'accord? Un enfant qu'on n'habitue pas tout de suite au plat ventre, on se rend compte que quand on l'y installe un petit peu plus tard, c'est un enfant qui va beaucoup râler parce que ça va être difficile pour lui et il aura pas très, très envie de vouloir être dans cette position-là. Heu, on est sur la phase aussi des premières mobilisations jambes-bras, c'est-à-dire que quand vous avez votre enfant qui est allongé sur le tapis, on peut voir qu'il commence à, essayer de bouger ses bras, notamment il découvre qu'il peut amener ses mains dans sa bouche. Si vous présentez un objet, devant lui à une distance assez proche, vraiment 10-20 centimètres, même pas, vous po rien que poser un gros objet sur son ventre, l'enfant va commencer à essayer d'amener ses mains pour toucher l'objet. On voit aussi les petites jambes qui commencent à pédaler, qui peuvent commencer aussi à se verticaliser, à remonter. Comme ça, l'enfant commence à voir: «Tiens, il se passe quelque chose au bout de mon corps
Voilà et il commence à appréhender cet espace corporel-là aussi. Dans cette tranche d'âge-là, 0 6 mois, donc plutôt vers la fin de cette tranche d'âge, heu, on peut avoir les débuts de retournement dos-ventre et ventre-dos. Hem, il y a pas vraiment de généralité sur, d'abord le dos-ventre ou le ventre-dos, ça dépend vraiment des enfants. Mais vous voyez, par exemple, si votre enfant n'a jamais été habitué sur le ventre, bah, le retournement dos-ventre ou ventre-dos, bah, pour le moment, il va pas pouvoir y aller puisqu'il sait même pas qu'il y a un autre côté qui existe. On peut aussi commencer à l'installer sur le côté pour jouer, et de lui-même. Il va s'y installer de toute façon puisqu'il est obligé de passer par cette position allongée sur le côté pour faire son retournement dos-ventre. Donc on peut mettre des jouets à sa droite, à sa gauche et puis, dans un premier temps, on sera obligé nous de le maintenir sur le côté pour qu'il puisse regarder ou qu'il puisse s'intéresser à cet objet-là et puis découvrir cette position et puis après vous allez voir que l'enfant peut, tenir, tout seul. Au niveau de la préhension, donc de la motricité fine, sur la deuxième partie, donc on va dire vers le 6 mois, on a une préhension un peu plus volontaire au contact. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, quand les mains s'ouvraient, c'était de manière très involontaire. Si, l'enfant saisissait un objet, on va dire que c'était un coup de chance et c'était pas du tout, un désir de sa part. Maintenant, la préhension au contact, c'est-à-dire que si on apporte un objet proche de sa main, la main va s'ouvrir et pouf, se ressaisir. Enfin saisir l'objet, pardon, donc se refermer. Alors, des fois, ça va être à côté, mais au moins, on voit ce geste d'ouverture et de fermeture. Sur le plan langagier, on a le bébé qui commence à vocaliser, à faire des gazouillis, des sourires-réponses, puisque là, on est sur une phase où, dès que l'adulte, voilà, lui a des mimiques faciales, fait des sourires, lui parle, l'enfant est capable de répondre, par ce sourire-là et d'entrer vraiment en interaction avec l'adulte qui s'occupe de lui. Donc on a vraiment ces échanges de regards et le bébé qui vient chercher même le regard de l'adulte. Sur le plan cognitif, le bébé va commencer à participer à des jeux corporels. C'est-à-dire que, bah, voilà, si vous commencez à faire des petits jeux avec lui, heu, en manipulant ses bras, ses jambes, bah, il va vouloir essayer de pas de faire la même chose, mais à sa façon, on va voir qu'il va essayer d'être un petit peu actif dans ces jeux-là. Il va commencer à sourire au miroir aussi sur cette phase-là. Donc, vous passez devant un miroir, il va sourire. Alors non pas parce qu'il se reconnaît dans le miroir, c'est pas encore le cas. Par contre, il voit en face de lui un bébé ou un adulte qui sourit, donc il fait un sourire-réponse, il essaye de faire des échanges de regards avec cet autre qu'il voit dans le miroir et il commence à différencier les visages familiers également. Sur le plan psycho-affectif, donc affectif, le bébé est capable maintenant de montrer du plaisir, du déplaisir. C'est-à-dire qu'il est capable de, montrer ce qui lui convient et ce qui lui convient beaucoup moins par sa douce et délicate, voix, voilà, en pleurant et généralement il arrive à avoir des pleurs assez différents les uns des autres, hem, pour, heu pour exprimer, bah, voilà, c'est les pleurs de faim, là, c'est les pleurs de sommeil. Voilà, ce type de distinction et il est capable il commence à être capable d'anticiper les événements. Anticiper les événements, c'est-à-dire que bébé a faim, il pleure, il attend qu'une chose, c'est qu'on vienne le nourrir et bien, à ce moment-là, il est capable, si vous arrivez avec le bavoir ou avec le biberon et ben, il commence à comprendre que: «Ah, ça y est, on va me nourrir». Heu, il est fatigué, vous commencez à l'amener, proche de son lit. Heu, vous l'amenez dans sa chambre. Bon, là, il commence à dire: «OK, donc là, je vais me coucher». Alors, ce qui génère une réaction soit de: «Je suis content», soit: «Je suis pas content parce que je suis fatigué, mais j'ai pas très envie d'aller me coucher». Mais en tout cas, il est capable de se saisir de quelques indices et pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe autour de lui. Pardon, je suis en train de penser que j'ai oublié de préciser là pour la vision, sur, cette fin de période-là, l'enfant commence à vraiment voir quelques couleurs. Donc on commence par le vert et le rouge et il distingue beaucoup plus précisément et un peu plus loin, avec netteté, les visages ou ce qui l'entoure. Hop, alors, donc là, je vous ai préparé le petit encart sur que faire avec mon enfant? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour, accompagner en tout cas, cette période de développement avec les enfants.
Pour les jeux corporels dont je parlais tout à l'heure, le pédalage des jambes, on prend les petites jambes et on fait des mouvements de pédalage. Ça, c'est un truc super chouette, les enfants adorent, autant quand ils sont sur le tapis que au moment du change. Le moment du change est vraiment un moment très privilégié, sur ces premiers mois de vie, puisque vraiment on est à portée d'yeux, à portée de regard pour notre, bébé. Et il y a plein de petites choses qui se passent à ce moment-là et c'est très important au niveau corporel puisque c'est aussi le moment où on va beaucoup les toucher. Donc pour leur permettre d'intégrer leurs limites du corps, leurs parties du corps, pas hésiter à quand on les change à verbaliser, bah, la petite main, le petit bras, la petite jambe, voilà, je mets ça dans le body, voilà, c'est tous ces petits jeux-là que vous pouvez faire soit sur le tapis, soit au moment du change quand on a le temps bien évidemment. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout ce qui est portage, bercement, que ce soit à bras ou en écharpe, parce qu'on entend beaucoup parler des écharpes et des systèmes de portage physiologique qui sont effectivement très, très bien, mais on n'a pas forcément besoin de ça pour juste porter son bébé. Du portage à bras, c'est aussi très bien, c'est aussi contenant, d'accord? Finalement, l'écharpe, c'est un peu pour soulager aussi, il y a le contact, mais ça permet de soulager le parent sur le portage du poids du bébé. Mais vous pouvez très bien faire ça. Ça, c'est des choses, portage bercement, qui sont très, très, très importantes, sur ne serait-ce que les premières semaines de vie, le premier mois, le deuxième mois. Voilà, le bébé, il a besoin de choses qui lui ont été apportées pendant 9 mois. Il peut pas être dans une rupture complète par rapport à ce qu'il a eu et ce qu'il a connu dans les mois d'avant. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est être dans le sensoriel, tout ce qui est les petites comptines, les petites chansons. Hem donc au niveau auditif, vous avez les boîtes à musique. Alors juste attention au volume sonore sur des petites choses comme ça, il y a pas besoin d'avoir un volume sonore très fort, ce qu'on retrouve parfois sur les boîtes à musique. Mais si vous mettez les comptines, les chansons, voilà, c'est des choses que les enfants aiment beaucoup, que les tout petits aiment beaucoup. Les bouteilles sensorielles également. Donc c'est les alors là, on en voit un petit peu partout, mais vous pouvez les fabriquer vous-même avec des mini bouteilles d'eau. Vous mettez de l'eau, des pompons à paillettes, voilà, plein de petites choses très différentes. Donc ça, c'est plus de la stimulation visuelle et vous verrez, ça, c'est des choses qui après vont aussi servir avec les pour les enfants, pour le bébé parce que là, c'est vous qui manipulez la bouteille pour montrer au bébé, mais par la suite, lui, il va manipuler et s'y intéresser plus, plus, plus. Donc ça, c'est vraiment des choses très chouettes que les même les tout petits adorent. Et pour ça, pareil, soit vous pouvez les bouteilles sensorielles, ça vous pouvez, vous en trouvez partout dans le commerce, mais vous pouvez également les fabriquer vous-même. Vous avez des super, tutos maintenant, sur internet pour ça. L'installation à plat ventre donc que je vous évoquais juste avant, même si c'est quelques secondes ou quelques minutes par jour, même si c'est 20 secondes, 30 secondes au départ, c'est déjà très bien. L'idée, c'est juste de l'habituer à cette position-là, d'accord? Hem, il ne faut pas attendre qu'il hurle pour le remettre sur le dos. Heu, vraiment, voilà, installez-le dans cette position. Déjà, au bout d'un moment, il va avoir envie de regarder autre chose que le tapis, donc ça va l'inciter à relever sa tête. Alors sachant que les bébés, dès la naissance, ont la capacité d'avoir la tête tournée sur le côté, même à plat ventre, d'accord? Donc bien évidemment, quand on installe son bébé à plat ventre, on reste à côté, on ne l'installe pas à plat ventre et on ne va pas faire autre chose. Mais on reste à côté, et on va voir que le bébé, il tourne sa tête, même si ça prend quelques secondes, il va tourner sa tête et s'il ne le fait pas, bien évidemment, on l'aide. Mais voilà, c'est vraiment une position qui est importante, à privilégier, dès le départ, notamment aussi chez les bébés qui ont des coliques. C'est une position qui les soulage et qui leur fait grand bien. Donc n'hésitez pas, à les mettre, dans cette position. Alors, favoriser les jeux en noir et blanc, puisque comme, je vous le disais, la vision jusqu'à 2 mois n'est pas nette, il ne voit pas les couleurs. Donc, plutôt, privilégier je vous ai mis un exemple de petit livre là en tissu, on en voit de plus en plus, mais voilà, ça c'est des choses que l'enfant va très bien voir tout de suite. Donc, si vous avez voilà, c'est des choses que vous pouvez, avoir à la maison, assez facilement et sur les objets, plutôt des petits objets faciles à saisir, je vous ai mis un exemple ici d'une petite balle avec des trous, puisque au moment où l'enfant va commencer à voilà, à ramener ses mains et essayer de prendre les objets volontairement, là, les petits trous, ça va faciliter l'agrippement. Donc voilà, pas forcément une grosse balle, mais juste ces petits objets-là et ce qu'on peut faire aussi, c'est tout ce qui est massage du corps, donc au moment du change, au moment du bain.
ou même sur le tapis, même si c'est pas forcément un massage avec de l'huile. On peut faire ça, un massage avec de l'huile, mais il n'y a pas besoin d'être forcément expert en massage. Il suffit juste de toucher un petit peu son bébé et de masser en faisant des petites pressions sur tout le corps. C'est ça c'est ça l'important et puis c'est sur ce qui est aussi important, c'est que vous partagez là un moment très privilégié avec votre bébé et je vous ai noté aussi, l'emmaillotage pour le bain ou le sommeil. Alors l'emmaillotage, c'est effectivement, le bébé, on le met dans souvent on fait ça dans un lange, un peu comme un duvet finalement. On le recouvre, hop, on le met dedans et on met les bras sont coincés, entre guillemets, sont pris dans le linge et en fait, ça pour le bain, c'est très chouette quand on a des bébés qui ont du mal à supporter l'eau, par exemple, parce que ça leur permet d'avoir des limites. Le bain, est parfois très désagréable pour les nouveau-nés parce que, c'est un milieu qui est très différent du milieu aérien, la température, ils sont nus et du coup souvent, hop, ils éclatent plutôt au niveau corporel. Donc l'emmaillotage dans le linge, c'est un super outil, qui permet à l'enfant de se rassembler et de se rassurer. Donc on peut le faire pour le bain et on le préconise aussi pour le sommeil chez les bébés, voilà, peuvent avoir du mal à dormir sur les premières semaines ou les premiers jours. C'est des choses à essayer. Si jamais il y a des moments compliqués pour le sommeil, ça peut vraiment aider parce que le bébé se sent rassuré. Alors, après le que faire? Je vous mets ici ce qu'il est bon d'éviter. Heu, alors hop, j'essaie, excusez-moi, de regarder juste, pour voir si certains d'entre vous avaient des questions. Ce qu'il est bon d'éviter. Alors, je vous ai mis limiter le temps dans le transat. Donc, le transat, évidemment, c'est important d'en avoir un. Seulement, on le recommande seulement pour la digestion. La digestion, c'est environ 20 minutes, d'accord? Parfois un peu plus chez des enfants qui ont un peu plus de reflux, mais en moyenne, c'est 20 minutes. Donc limiter le temps dans le transat, pourquoi? Parce que dans le transat, le bébé, il ne peut pas explorer ses mouvements, il est coincé, d'accord? Il ne peut pas, aller sur le côté, tourner vraiment la tête où il veut, et finalement, il est coincé sur le plan corporel. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est plutôt anti-motricité libre, ce que je vais vous expliquer un petit peu après. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour que l'enfant, il évolue bien, on lui laisse le maximum de liberté dans son exploration motrice. Donc le transat, OK, mais plutôt pour la digestion. Ou, évidemment, on a besoin, d'aller, se doucher ou d'aller faire un truc dans la maison et on n'a pas d'autre choix, bien sûr, là. Mais l'idée, c'est de ne pas le laisser 1 heure, 2 heures et de passer qu'il passe sa journée là-dedans. Éviter les jeux, de bébé avec plein de lumière et plein de sons. Alors, on en voit beaucoup, mais ça, sur le plan sensoriel, c'est beaucoup trop pour les enfants. Déjà que de la lumière, ça peut faire beaucoup, en tout cas dans ce qu'on peut trouver dans le commerce, souvent il y en a beaucoup trop. Le son, c'est souvent beaucoup trop fort et alors l'association des 2, c'est beaucoup trop, d'accord? L'enfant, il se sert de sa sensorialité pour découvrir le monde, mais il sature quand même très vite. Donc tout ça, ça fait que le cerveau sature, et ça va plus l'énerver que finalement, lui servir dans son développement, d'accord? Sur le portage, précise, sur les nouveau-nés, pas de portage en porte-bébé dans le dos, donc voilà, pas dans en tout cas sur les porte-bébés physiologiques. En écharpe, pourquoi pas, mais pas, sur les porte-bébés physiologiques et on ne porte pas non plus son enfant avec le dos contre le ventre du parent, donc ouvert vers l'extérieur. Souvent, on se dit: «Ouais, c'est super chouette, il peut voir le monde». Non, mais plus tard. Là, sur les premiers mois, il a vraiment besoin d'être au contact, ventre contre ventre, d'accord? Je précise là, pas d'installation en position assise ni d'assistance à la tenue assise. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum et on essaye tout court de ne pas installer son enfant en position assise. Je vais vous expliquer, hein, enfin, on en reparlera après, mais voilà, on n'installe pas un enfant assis tant qu'il ne sait pas le faire tout seul. Hem et voilà, on le cale pas sur le canapé assis, on essaye de pas il existe des coudins là, on n'est pas tout ça. Heu, c'est pas utile parce que je vous expliquerai après le risque quand on installe un bébé en position assise alors qu'il sait pas le faire tout seul. Mais on évite tout ça. On évite aussi les cale-bébés. Encore une fois, c'est comme le transat parce que ça limite la motricité. C'est comme aussi, quand on met les boudins autour d'un enfant assis, finalement, il est bloqué là et il peut pas faire grand chose d'autre. Les assises de bain aussi, les transats là qu'on voit comme ça, hem, c'est pas, c'est pas une nécessité absolue parce qu'encore une fois là, l'enfant il est coincé dans son assise de bain. Donc voilà, on évite tous ces ustensiles qui entravent finalement la motricité libre du bébé
Et ce que je précise, c'est que notamment les premières semaines, on évite de relever le bébé du plat d'eau en tirant sur les 2 bras. Soit on va au contact de son bébé et on le redresse comme ça, ce qui est d'ailleurs le mieux, d'accord? Sinon, on peut aussi, quand il est sur le dos, on le retourne tranquillement sur le ventre, on s'approche et on le redresse comme ça, d'accord? En tout cas, aller le chercher vraiment avec tout son corps et pas juste en tirant sur ses bras. Alors, sur cette première partie, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à la deuxième tranche d'âge, 6-12 mois? D'accord, merci. OK. Pas de questions. Bon, après, voilà, si les questions vous viennent après, vous n'hésitez pas, on y répondra bien évidemment après. Hop. Ensuite, allez, touc, la deuxième tranche d'âge que je vous propose là, c'est donc la 6-12 mois. Donc encore grande tranche d'âge, pardon. Vous voyez, je j'ai pris 6 mois. Donc sur la première phase de cette tranche d'âge, au niveau moteur, heu, on a, un bébé qui va commencer à se déplacer à plat ventre. Alors soit en avant, donc il va ramper vers l'avant, soit très souvent au départ en arrière, d'accord? Donc le déplacement à plat ventre en arrière, c'est un déplacement normal. Heu, c'est que souvent, bah, voilà, au départ, ils vont plutôt pousser, c'est le réflexe qu'ils ont et la marche avant va se trouver. Ça ne veut pas dire quand on voit un bébé qui commence à se déplacer en arrière: «Mon Dieu, il va pas trouver la marche avant». Non, non, il y a pas d'inquiétude, ça va arriver, mais c'est très souvent comme ça. Ce qu'on observe aussi, c'est le pivot. Le pivot, c'est le bébé qui est à plat ventre et touc, il tourne sur le plat ventre, ce qu'on appelle aussi l'horloge. Donc là, bah, on en reparlera après, mais ce qui est très chouette, c'est que quand ils sont au tapis, on met des objets un peu partout, à hauteur de main, autour de lui, comme ça en arc de cercle, et ça va l'inviter à aller hop, en chercher un d'un côté, hop, pivot, il va aller de l'autre côté. Il commence vraiment à devenir mobile. On a aussi sur cette phase-là, donc on a les bébés qui rentrent, mais on a aussi ceux qui vont commencer à s'installer à 4 pattes à partir du plat ventre. Donc ils se mettent à plat ventre, ils poussent sur les mains, ils relèvent les fesses et ils se retrouvent à 4 pattes. Alors, dans un premier temps, forcément, on a les bébés qui se mettent en position 4 pattes et on les voit faire des bascules d'avant en arrière, mais qui n'arrivent pas à trouver, comment on avance vraiment. Mais ça, c'est pareil, c'est normal. Il faut déjà trouver son équilibre parce qu'à 4 pattes, on a beaucoup moins de stabilité que quand on était à plat ventre sur le tapis. Hem, voilà, donc il s'installe à 4 pattes, soit à partir du plat-ventre, soit à partir de la position assise. Il y a plusieurs façons de le faire. On voit des bébés qui font très différemment. Dans les bébés, pareil, pas d'inquiétude, il y a des bébés qui vont ramper, d'autres qui vont faire du 4 pattes, d'autres qui vont faire les 2. Mais c'est pas grave si le bébé ne fait pas et du ramper et du 4 pattes, d'accord? L'essentiel, c'est quand même qu'il puisse faire un de ces 2 modes de déplacement puisque grâce à ces modes de déplacement, ça met en place les premières coordinations entre les mains et les pieds. Au niveau de la préhension, là, donc on n'a plus une préhension en contact. L'enfant va saisir des objets en ratissant. Donc là, il ouvre sa main et comme un croupier. Alors attendez, hop. Oui, alors pardon, Shadia, je réponds à votre question. Il y a aussi des bébés qui se déplacent en position assise. Alors, on peut effectivement en parler de ce déplacement en position assise. Ce n'est pas un déplacement physiologique. Alors effectivement, c'est toujours très rigolo, hein, quand on les voit faire ça, mais d'un point de vue développement psychomoteur, c'est quand même pas un mode de déplacement fonctionnel, c'est enfin fonctionnel si, on se déplace, mais ça ne favorise pas la mise en place des coordinations et souvent les bébés qui se déplacent en position assise, c'est nous quand on voit en consultation, c'est souvent des bébés, qui ont été installés assis trop tôt. Donc ils se sont retrouvés coincés en position assise. C'est-à-dire qu'on les a assis et puis, ben, il ne sait pas comment sortir de la position assise, ce bébé. Donc, bah, à un moment donné, il a très envie du jouet qui est à 15 centimètres de lui. Bah, donc il va trouver à se déplacer comme ça, d'accord? Donc oui, il y a ces déplacements-là. Quand il y a ça, moi j'invite souvent les parents quand même, à consulter un psychomotricien parce que c'est quand même mieux de le faire passer par le 4 pattes ou le rampé pour la mise en place des bonnes coordinations, d'accord? J'ai régulièrement reçu en consultation des bébés, bah, qui se sont déplacés assis, mais pendant très longtemps, trop longtemps et du coup, à un moment donné, la marche a tardé à arriver, parce qu'effectivement la coordination au bas du corps, ne s'est pas mise en place comme il fallait à cause de ce déplacement-là. Donc oui, en tout cas, c'est effectivement des modes de déplacement,
Alors oui, nous avons une petite fille qui se je me permets de relayer à voix haute, Shadia. Vous avez une petite fille qui se déplace en position assise et maintenant à l'âge de 2 ans, je la trouve courbée au niveau du dos. Effectivement, en fait, très souvent, au niveau de sa tonicité, la tonicité, le déplacement en position assise fait que le tonus se répartit pas forcément de la bonne façon. Après, là, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'elle s'est déplacée en position assise, elle a le dos courbé, d'accord? Je vous invite, du coup, peut-être à consulter, soit un kinésithérapeute, soit un ostéo pour voir s'il y a des choses au niveau articulaire ou musculaire qui sont coincées. Après, si la courbure du dos, vous sentez que ça la gêne dans sa motricité globale et dans son aisance motrice, il ne faut pas hésiter à consulter un psychomotricien. Le cause à effet là est pas forcément, évident à 100, mais en tout cas, voilà, ce déplacement en position assise peut générer après une motricité globale, pas forcément, très aisée. Bah, voilà, parfait. Vous avez conseillé aux parents de consulter, donc effectivement, c'est ça. Quand c'est comme ça, vaut mieux une consultation pour rien, que pas de consultation et après quand on reçoit les enfants un peu tardivement, c'est plus compliqué à récupérer donc effectivement, c'est très bien. Il vaut mieux privilégier ça. Alors j'en étais où? L'appréhension en ratissant, voilà, l'appréhension comme ça. Au niveau du langage, on a un enfant qui commence vraiment à babiller, qui joue avec sa voix, donc c'est le moment où on commence à avoir et certains on commence à avoir des cris aigus, voilà, les jolis cris qui cassent un petit peu les oreilles parfois, mais encore une fois, c'est toujours le seul moyen de communication du bébé. Donc il fait avec ce qu'il a. Il commence à comprendre les mots familiers, il réagit aux noms et il commence aussi à reconnaître son prénom. Donc là, quand on commence à l'interpeller, il peut se retourner. Sur le plan cognitif, donc au niveau du développement des compétences, intellectuelles, l'enfant regarde ce que l'adulte regarde s'il pointe du doigt. Donc vous montrez quelque chose, genre le biberon, votre enfant va regarder le bout de votre doigt. Il participe au jeu du coucou caché, il s'amuse grandement à jeter des jouets, donc c'est fort pénible pour tout parent, mais c'est quelque chose de normal dans le développement. En fait, l'idée, par ce jeu-là, l'enfant vérifie que quelque chose qu'il jette au loin et qu'il voit plus forcément, finalement revient. Donc, par exemple, quand, papa et maman s'en vont, alors on ne les jette pas, mais quand papa et maman s'en vont, ah! Ils peuvent revenir, d'accord? Comme les jeux que je jette et qui reviennent. Il peut manifester du mécontentement, quand on met un objet hors de sa portée. Il commence à jouer à frapper des objets, parce que là, on a la coordination entre les 2 mains qui se met vraiment en place et il retrouve un objet, un jouet qui est caché, voilà, quelque part, alors, à proximité en tout cas. Vous cachez un petit jeu sous un doudou, hop, il va aller lever le doudou pour le retrouver et on a à ce moment-là, dans cette phase-là, l'angoisse de séparation au 8e mois. Donc c'est une angoisse normale que, pour tous ceux qui sont déjà parents, ont déjà connu souvent. Au 8e mois, l'enfant, commence à avoir du mal à se séparer des visages familiers. Donc un bébé qui pleure un peu plus souvent quand on le dépose chez nous, à la crèche, voilà. Mais ça, c'est, aussi normal dans le développement de l'enfant. Alors, hop, dans la deuxième partie de cette grande phase des 6-12 mois, donc après le 4 pattes, le rampé, on a la découverte de la verticalité. Donc on a les bébés, plus grands bébés d'ailleurs, qui commencent maintenant à se mettre à genoux ou à genoux dressés. Donc genoux dressés, c'est à genoux et hop, je lève les fesses pour être encore un petit peu plus haut. Mes fesses décollent des talons. On a aussi le début de la mise debout autonome par le chevalier servant. Le chevalier servant, c'est la position que vous voyez, là sur à côté en fait. Il y a un genou plié au sol et un genou plié devant avec le pied par terre. Finalement, ça, c'est la posture normale par lequel un enfant et un adulte, généralement, on se met debout quand on est assis. On passe de assis à debout en utilisant cette position-là. Sur cette phase-là, bah, forcément, l'enfant commence à se mettre debout, donc il commence aussi à descendre de la position debout. Il commence à boire son biberon tout seul et pour la saisie des objets, on a la pince fine. Donc la pince fine, c'est la pince pouce-index qui commence à se mettre en place. Donc l'enfant peut prendre de plus en plus des petits, petits, petits objets. Au niveau du langage, on a l'enfant qui babille plus, commence à pointer du doigt pour montrer ce qu'il veut. Il est capable de faire des mimiques, de reproduire des mimiques ou d'en faire spontanément. Il est capable de désigner des objets. Donc, quand je dis désigner, c'est justement pointer du doigt un objet. Il veut son biberon, il va vous montrer le biberon. Il veut un jeu, il va vous montrer un jeu. Hem,
Il comprend aussi des mots familiers et il commence à faire des gestes. Sur le plan des compétences cognitives, l'enfant regarde ce que l'adulte regarde sans qu'il monte du doigt. C'est-à-dire que vous regardez, au loin, je ne sais pas, son doudou qui est posé à quelques mètres de vous. Votre enfant vous regarde, il comprend que vous êtes en train de regarder le doudou, il regarde la direction de votre regard et du coup, il va regarder lui aussi à son tour le doudou. Il n'a pas besoin que vous pointiez du doigt le doudou, d'accord? Et on a aussi sur cette phase-là des enfants les bébés qui commencent à participer à l'habillage. Certains le font, d'ailleurs même, un petit peu plus tôt. Sur le plan affectif, il réagit aux émotions et commence à trouver des solutions pour gérer les siennes. Alors, que faire avec mon enfant sur, cette tranche d'âge, 6-12 mois? Jeu d'enjambement au sol. Là, c'est pour les enfants quand ils commencent à faire du 4 pattes, du rampé. Pas besoin de matériel. Vous vous mettez assis au sol avec les jambes tendues comme ça et vous mettez votre, bébé d'un côté, des jeux entre vos jambes, un jeu de l'autre côté et vous l'incitez finalement à enjamber votre jambe pour avancer et ça va lui permettre de développer ses coordinations. Il va être obligé d'avancer une main, l'autre jambe ou une jambe, une main, une jambe. Il va devoir se débrouiller, il va devoir lever ses fesses. Donc ça, c'est des trucs chouettes que les enfants aiment beaucoup. Vous pouvez commencer en le faisant passer d'abord par-dessus vos mollets, petit. Et puis après, par-dessus les cuisses. Vous pouvez le faire par-dessus, je sais pas, un bout d'un canapé, une serviette roulée, enfin voilà, des petites choses comme ça. Vous pouvez faire facilement, mais en tout cas, c'est des choses que les enfants aiment beaucoup faire sur cette tranche d'âge. Mettre les jeux un peu plus loin pour encourager le déplacement. Quand ils sont sur la phase, de développement du 4 pattes ou du rampé, il faut que l'enfant ait de se déplacer. S'il a tout le temps à portée de main, il aura pas envie de se déplacer. Quel est l'intérêt? En fait, j'ai tout sous la main, pas besoin. Donc je vous invite à éloigner un petit peu. Vous savez que ce jeu-là, il en a très envie, vous le voyez, vous l'éloignez un petit peu. L'idée, c'est pas de l'éloigner de 3 mètres, d'accord? C'est vous l'éloigner dans un premier temps de 50 centimètres. L'idée, c'est qu'il puisse y arriver. Parce que pour avoir envie de le refaire, de reproduire cette, séquence motrice-là, enfin ce déplacement, il faut que la première fois qu'il l'ait fait, il ait gagné quelque chose, sinon pas trop d'intérêt, d'accord? Donc vous éloignez un tout petit peu le jeu, vous le félicitez grandement quand il a fait une fois, puis au fur et à mesure, bah, vous écartez un petit peu les jeux comme ça. Et puis, quand l'enfant commence à être debout, donc sur la deuxième partie, vous pouvez mettre les jeux sur une petite hauteur, une table basse, un petit pouf. Alors attention, hein, sur des supports stables, d'accord? Qui risquent pas de basculer quand votre enfant va s'appuyer sur ses mains. Va mettre ses mains et se redresser, d'accord? Mais voilà, l'idée, c'est en tout cas d'éloigner un peu les jeux pour qu'ils se déplacent. Ce qui est important de privilégier aussi à la maison, c'est une de tenue vestimentaire adaptée pour le sol. Donc sur la phase ramper, 4 pattes, déplacement au sol. C'est-à-dire qu'on essaye de privilégier les manches courtes et quand je dis jambes courtes, c'est, pas des pantalons longs et dans les matières aussi, éviter les choses en pilou-pilou, par exemple. Ça, c'est parce que, ça glisse au sol et pour pouvoir avancer, l'enfant, c'est plus facile pour lui s'il accroche finalement au sol et un bras nu va accrocher plus facilement au sol, une jambe nue ou un pied nu, d'où le pas de chaussette. Hem Ça accrochera plus facilement, les appuis seront mieux pour avancer que s'il a, voilà, un super jogging qui est très chouette, mais qui glisse. Pour les petites filles, par exemple les collants, voilà, je sais que alors c'est toujours compliqué, on est en phase d'hiver, mais bon, on a tous normalement du chauffage chez nous, et dans la mesure du possible, si le sol est pas vraiment trop frais, voilà, les collants, on met pas de collants. Ce sera plus simple pour elle d'avancer comme ça. Voilà, c'est le début aussi alors attendez, hop, au niveau des jeux un petit peu cognitifs, c'est le jeu du transvasement. Donc hop, on prend, on met dedans et bien souvent à côté au départ. Les jeux de coucou caché, donc voilà, on se cache, on se cherche. Les doudous où on se cache nous. Ce qu'il va aimer faire, voilà, c'est monter, descendre les objets depuis une petite hauteur. Donc là, quand les enfants commencent à aimer se mettre debout, se, mettre au sol, debout, mettre au sol, vous vous amusez, vous mettez un objet sur la petite table, hop, il va se redresser et puis après, des fois, il y a des enfants, ils sont en haut, mais ils ont pas très envie de redescendre ou ils savent pas trop comment redescendre et ben, l'objet, on le descend par terre et puis là, du coup: «Oh, mon intérêt, il est en bas, donc il faut que je me débrouille». Voilà. Et c'est à cette période-là, donc à partir de 6 mois, où vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, commencer à faire du signe avec bébé. Voilà, les premiers signes, pour, que l'enfant puisse faire comprendre qu'il est fatigué, qu'il a faim, des petites choses basiques. C'est des choses qu'on voit beaucoup en ce moment, les signes avec bébé.
Donc ça, je vous invite, à aller plus dans de la documentation, enfin voilà, pour regarder si vous voulez plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, ce que je précise, c'est que la communication assistée avec les signes, c'est une communication assistée. C'est-à-dire que le signe ne remplace pas la parole. L'idée, c'est que juste que l'enfant, lui, qui n'a pas la parole, bah, quand il voudra vous dire: «Je suis fatigué», vous faites le signe de dodo parce qu'il aura compris, il aura associé le mot dodo, à ce signe-là. Voilà sur ce que vous pouvez faire. Alors, ensuite, ce qu'il est bon d'éviter. Alors là, je sais que peut-être, ça va faire, réagir, parce que c'est, malheureusement pas tout à fait ce qu'on voit. Pas de Yupala, donc le Yupala, les trot ou le trotteur, vous l'appelez, mais ça, c'est à proscrire, hein. Heu, Tout comme les jumpers avec élastique. Alors ça, je sais pas, ces petites choses là où ils sont installés dans une espèce de baudrier, il y a des élastiques comme ça et on voit l'enfant qui saute comme ça, parce qu'il y a une machine qui le fait sauter, d'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on évite. Le trotteur, on pense, que ça va aider à la marche. Pas du tout. C'est l'inverse, puisque souvent, les enfants peuvent développer une marche sur pointe de pied dans ces ustensiles-là, ce qui n'est pas du tout une marche naturelle. La position des hanches est souvent pas correcte et surtout, surtout, dans les yogalas, il y a toujours une tablette devant et puis, l'enfant est encerclé. Ce qui fait que quand il avance, si à un moment donné, il y a quelque chose qui va le gêner, voilà, un obstacle, bah, il a la tablette qui le protège. Sauf que dans la vraie vie, quand on est debout et qu'on marche, il y a rien qui nous protège, c'est nos mains, d'accord? Et chez ces enfants-là, le risque, c'est de, ne pas développer ce qu'on appelle le réflexe parachute, le réflexe de protection, de mettre les mains devant, d'accord? Donc finalement, ça vraiment, au maximum à proscrire. Vraiment, n s alors si vous en avez un où vous pensez que vous n'avez pas le choix, enfin voilà, bah, 10 minutes, pas plus. Enfin vraiment, c'est vraiment à ne au sens de la majorité des psychomotriciens, un objet inutile en fait à avoir à la maison, puisque bien souvent, au final, on pense que ça va aider l'enfant à marcher, mais c'est plutôt l'inverse et ça retarde la marche parce que les enfants adoptent de mauvaises positions, avec ces ustensiles-là. On évite de faire au même titre qu'on évite les jumpers là avec élastique, on évite de faire sautiller les enfants sur ses pieds parce que bah, c'est pas très naturel et ça leur donne très envie de le refaire, mais en fait, ils peuvent pas le faire tout de suite, tout seuls. Pas d'installation en position debout avant qu'il ne le fasse seul, au même titre que je vous ai dit tout à l'heure, pas d'installation en position assise avant que l'enfant ne puisse le faire seul. Hem, la position assise, c'est parce que donc l'enfant va risque de rester bloqué assis, et du coup, bah, il va pleurer pour avoir tous les jouets, il va pas développer un mode de déplacement autonome. Là, pas d'installation, en position debout. Bah, pareil, vous allez mettre votre enfant debout le long de la petite table. Oui, mais sauf que s'il a pas le tonus nécessaire, s'il sait pas comment en descendre, il va juste paniquer, en fait, d'accord? Donc on évite vraiment ça. Hem et pour aider aussi, encore une fois, à une marche plus facile, une bonne prise de repère au niveau des pieds, au maximum pieds nus en intérieur et même en extérieur d'ailleurs. L'été sur l'herbe, le sable, on essaye au maximum, maximum d'être pieds nus. Puisque pour que le pied soit fonctionnel dans la marche, il faut qu'il ait OK des muscles nécessaires, mais il faut aussi qu'il ait les informations sensorielles. Sauf que plus vous mettez de l'épaisseur sous la plante de pied, moins finalement le pied il peut avoir d'informations sensorielles de ce qui se passe en dessous. Donc par exemple, le pied va avoir plus de mal à s'ajuster quand il y a un dénivelé, quand il y a des cailloux, des choses comme ça, d'accord? Donc vraiment, il faut que le petit pied, il apprenne à fonctionner avec le maximum d'informations, mais il faut qu'il puisse avoir ces informations. La le rôle principal de la chaussure, ou du chausson, c'est de protéger le pied, d'accord? C'est pas d'aider à la marche. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc pareil sur les chaussures, je ne l'ai pas mis là. Si, forcément, à un moment donné, on leur met des chaussures quand même pour sortir. On essaye les chaussures avec, des semelles le plus souples possible. Pas de chaussures qui tiennent la cheville puisque, si on tient la cheville elle apprend pas non plus à se mobiliser correctement et à fonctionner correctement, d'accord? Finalement, c'est comme si on lui mettait une attelle en permanence. Donc on essaye au maximum d'avoir des chaussures souples et basses. Ensuite, la tranche d'âge 12-24 mois. Alors, donc c'est le début de la marche avec appui
et notamment du cabotage. Donc là, je vous ai précisé, le cabotage, c'est le déplacement sur le côté le long des meubles. Donc c'est le petit bébé que vous allez voir tac, 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 se déplacer et qui va, d'abord être le long d'un meuble, puis après il va faire le long d'un meuble, hop, il va tenter l'expérience d'aller sur la table qui est juste à côté. Voilà, c'est vraiment les débuts de ces déplacements-là. Début des déplacements vers l'avant avec les chariots de marche. Donc les petits pousse-pousse là, avec les poignets, souvent il y a des petits jeux sur la face de devant. Hem, les enfants adorent ça. C'est la découverte de l'équilibre sur leurs 2 jambes. Donc on les voit parfois, hop, ils se lâchent et ça oscille un peu, mais ils ont besoin d'expérimenter ça. Alors les premières fois, souvent, ça finit les fesses par terre, mais c'est pas grave, on se relève et on les voit tester ça. Mais c'est important pour eux de découvrir ce nouvel équilibre qu'ils n'avaient pas. Enfin, 2 pieds, ça fait beaucoup moins d'appui au sol que quand on est à 4 pattes ou en rampé. C'est le début de la marche autonome, et voilà, la pince fine qui est de plus en plus efficace aussi. Au niveau du langage, on a une augmentation du nombre de mots compris et du nombre de mots produits. Il est capable de désigner, il est capable de dire non. Bien souvent, les parents d'enfants de cet âge-là s'en rappellent et comprend des consignes simples et un peu complexes aussi maintenant, et il est capable de combiner 2 mots. Sur, le développement cognitif des fonctions intellectuelles, la permanence de l'objet, donc ça, c'est, en fait, l'enfant est capable de savoir que, hem, bah, ce que je vous disais tout à l'heure, et qui là maintenant est définitivement acquis, c'est maman elle part le matin quand elle me laisse chez la nounou, mais je sais qu'elle va revenir, d'accord? On a rangé mon jeu dans le placard, mais il existe toujours, je sais qu'il existe toujours, je vais le retrouver, d'accord? Il continue de beaucoup pointer du doigt, c'est le début des encastrements, donc les encastrements, c'est les fameuses boîtes à formes avec le rond, le triangle, le carré. Il commence aussi à gribouiller. Alors évidemment en prenant, un peu n'importe comment, l'objet qui va lui servir à gribouiller, mais il essaye de laisser une trace. Alors des fois, pas que sur une feuille, mais il essaye. Il identifie 4 objets et c'est le début, du jeu de faire semblant vers un moi. Donc, faire semblant de jouer à la dinette, donc il joue à la dinette pour faire semblant de cuisiner, il joue à la poupée pour faire semblant d'être la maman, pour, jouer au docteur et cetera, faire semblant de sculpter le bébé, qui sont très, très importants, pour le développement de l'enfant à cet âge-là. Et sur le plan affectif, voilà, il commence à pouvoir se montrer possessif, jaloux et il a encore besoin de l'adulte pour s'apaiser. Et pardon, je suis en train de me dire que je ne vous ai pas demandé si sur la phase juste avant, si vous aviez des questions sur la phase 6-12 mois. Est-ce que, pas de questions, donc je reviens sur ma phase 12-24 mois et sur ce qu'on peut faire avec l'enfant. Alors attendez, si, des questions? Non, c'est pour dire que tout était très clair. Bon, eh bien écoutez, je suis ravie si c'est assez clair dans mon discours. Alors, donc pour, la tranche d'âge 12-24 mois, ce qu'on peut faire, avec nos enfants à la maison, danser. Finalement, c'est quelque chose de basique, auquel on ne pense pas du tout, mais danser, bah, voilà, on développe un petit peu son équilibre à droite, à gauche, avec le haut du corps qui ne va pas forcément dans le bon sens et cetera. Des parcours de motricité avec le mobilier de la maison. Souvent, on pense que les parcours moteurs, c'est réservé à la crèche, l'école, parce qu'ils ont du super mobilier, des super blocs en mousse avec des plans inclinés, des escaliers, des toboggans. Vous avez tout ça, version soft, à la maison, d'accord? Heu, vous prenez 3 chaises, 3 grandes chaises, vous le faites passer dessous les grandes chaises. Vous avez quelque chose qui va lui permettre, je sais pas, une petite marche, les petites marches, qu'on trouve maintenant pour aider les enfants à être plus haut pour se brosser les dents, et ben, voilà, il monte dessus, il descend. On monte sur le canapé, on descend, c'est peut-être la seule fois où vous allez l'autoriser à monter sur le canapé, mais pourquoi pas? Mettre des coussins par terre et marcher que sur les coussins. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire des choses, motrices sans forcément être obligé d'aller au parc, sans forcément, c'est très chouette, hein, de pouvoir aller sur l'extérieur et tout ça, mais des fois on est un peu démunis, on n'a pas le temps, voilà, et ben, vous pouvez faire ça à la maison, d'accord? Heu, là, pareil pour le chariot de marche, donc ça, c'est très chouette si vous pouvez en avoir un pour l'enfant, pour que développer sa marche autonome. Heu, vous n'avez pas de chariot de marche, vous avez forcément des tabourets ou des chaises, à portée de main, et ben, ça, hop, vous l'invitez à pousser ces supports-là.
d'accord? Alors oui, ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est très simple. Vous le mettez au bout du couloir, il a envie de marcher, bah, vous le mettez au bout du couloir, vous le laissez avancer avec son tabouret ou avec sa chaise. On évite les tabourets et les chaises à roulettes par contre, d'accord? Vraiment, sinon ça va aller trop vite. Ce qui peut se passer parfois avec les chariots de marche qui ont des roulettes, faites attention, essayez de bien choisir parce que parfois, ils vont trop vite, donc on voit le chariot qui avance et l'enfant qui avance pas assez vite puisque le début du développement de sa motrice enfin de sa marche et il y a un décalage et l'enfant se casse la figure et ça lui donne plus très envie. Maintenant, normalement, il y a des systèmes sur les nouveaux modèles un petit peu de freins où ceux en bois avancent moins vite que ceux en plastique aussi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des activités de patouille, des activités sensorielles. Alors, je vous ai beaucoup parlé de la sensorialité pour les premiers mois de vie de l'enfant, mais là, même dans cette phase-là, c'est super important parce que, ça développe, la sensorialité au niveau des doigts et la motricité fine, ce qui va être après important pour l'entrée dans la scolarité avec, bah, on commence à tenir des feutres, des crayons, le graphisme et cetera. Donc, tout ce qui est ce que j'appelle moi de la patouille dans différentes textures, dans les lentilles, dans le riz, alors ou que pas de l'alimentaire, hein, dans le sable, dans du sable avec de l'eau, dans de la maïzena avec de l'eau, enfin, dans tout ce que vous voulez, mais de la patouille. Voilà, OK, c'est salissant, mais en fait, c'est génial pour le développement de l'enfant, d'accord? Dans la même lignée, tout ce qui est activité manuelle, vous pouvez commencer à faire des grosses perles, alors attention, hein, pas de la motricité fine toute petite, donc les perles vraiment, par exemple, les grosses perles en bois, sinon ce sera trop compliqué et encastrement, donc les fameuses boîtes où il y a le rond, le triangle, le carré. Vous pouvez aussi très bien, pareil, fabriquer à la maison avec des boîtes de lait. Vous faites un trou au milieu et des pailles. Bah, mettre des pailles que vous avez découpées dans la boîte. Des bouchons de lait, vous gardez les bouchons de lait, vous faites un trou, de la taille d'un bouchon de lait comme ça, sur une grosse boîte et ben, l'enfant, il va mettre dedans et je peux vous assurer que ça, c'est juste de la récup et les enfants de cet âge-là adorent ça. Ils peuvent y passer du temps. Ça permet aussi de développer chez eux, des capacités à s'occuper seuls parce que jusque-là, on a quand même des enfants qui sollicitent beaucoup les adultes et parfois, vous n'avez pas forcément le temps. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent jouer et pour qu'ils jouent un petit moment sur un jeu, l'enfant, il a besoin de maîtriser ce jeu-là et ben, voilà, des boîtes comme ça, pareil, vous pouvez trouver sur internet comment fabriquer, enfin, c'est vraiment, très facile et vous faites ça avec ce que vous avez dans les placards à la maison et vous avez forcément tout ça chez vous. Et voilà, ce que je mets aussi, c'est mettre les jeux sur la petite table ou voilà, sur des choses à petite hauteur pour encourager le cabotage. Quand l'enfant, il commence, on voit qu'il commence à se mettre debout et il essaye de se décaler un peu sur le côté, mais c'est encore un peu maladroit ou il ose pas et ben, le jeu qu'il a devant lui et qu'il adore faire parce qu'au départ, il va juste se mettre debout et jouer sur la petite table, ben, on le décale un tout petit peu, mais un tout petit peu, vraiment 50 centimètres et pouf, il va avoir envie d'y aller et on décale et voilà, ça va l'aider là-dedans et ça va lui donner très envie de faire le tour de la table. Alors, touc, 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 alors sur cette phase-là, ce qu'il est bon d'éviter, pas de soutien dans la marche tenue par les mains en hauteur. Donc très souvent, on a les enfants, voilà, qui commencent à marcher et on les tient, alors j'ai pas ma caméra avec moi, je vois pas si vous me voyez correctement. Tac, si voilà. On les voit, voilà, avec un parent qui tient d'un côté ou, les 2, voilà, on le tient comme ça derrière et cetera. Donc ça, on évite, et on fait pas au maximum. Parce que, tout simplement, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un marcher dans la rue comme ça, les bras en l'air? Normalement non. En effet, de faire marcher les enfants comme ça en permanence, ça développe une posture de marche qui n'est pas du tout la posture physiologique et naturelle, d'accord? Hem, Ça fait croire au bébé qu'il y a pas beaucoup de poids sur ses pieds pour marcher. En vrai, quand on lâche les mains, il y a du poids, il y a de la pesanteur. Donc, ça sollicite les muscles différemment, l'équilibre est très différent, d'accord? Donc quand c'est comme ça, plutôt privilégier on peut le tenir avec les mains, mais les mains devant, d'accord? À hauteur de hanche et comme ça, là, il est vraiment sur une posture normale de marche. OK, on n'a pas les mains devant, on a les mains le long du corps, mais en tout cas sur tout ce qui est équilibre, répartition du poids du corps, ça, c'est OK. Donc voilà, on le tient devant ou alors on peut le tenir aussi avec les 2 mains au niveau des hanches, d'accord? Alors effectivement, c'est moins pratique pour, aller se promener dans la rue, mais voilà, c'est vraiment mieux de faire comme ça. Tant qu'il ne peut pas se déplacer tout seul, bah, dans la rue, on le met dans la poussette, même si je sais que c'est difficile parce que quand ils ont commencé à découvrir, la marche, en tout cas, assistée, ils ont très envie de marcher tout le temps. Donc ils réclament beaucoup, les mains et dire: «Coucou,
s'il te plaît, fais-moi marcher, mais voilà, on évite au maximum, en tout cas, pas les bras en l'air et je vous assure que ça facilite grandement les choses pour l'acquisition de la marche aussi par la suite. On évite les parcs à barreaux, mais plutôt proposer un environnement adapté au mieux. Parce que les parcs à barreaux, bah, forcément l'enfant il est cloîtré, il ne peut pas explorer, d'accord? Encore une fois, c'est comme le transat, vous avez besoin là, c'est vital, vous avez quelque chose à faire à la maison, ça dure 10 minutes, un quart d'heure et vous avez besoin que votre enfant soit en sécurité. Évidemment, vous pouvez le mettre, je ne vais pas vous dire de ne pas le mettre dans le parc à barreaux et de le laisser au milieu de la cuisine. Mais on évite au maximum et voilà, on essaie plutôt d'adapter l'environnement, bah, de faire en sorte que oui, il ait pas à portée de main un truc dangereux, et ça va bien se passer, en fait. D'accord? Pas d'installation en position debout avant qu'il ne le fasse seul, ça je l'avais déjà dit. Pareil pour le assis, je le rappelle et je le rappelle et encore une fois, là, les chaussons et chaussures avec les semelles souples, d'accord? Heu Maintenant, on en trouve, finalement de plus en plus. Alors c'est pas forcément trop dans le commerce, mais sur internet. Mais, hésitez pas, notamment les petits chaussons, je recommande beaucoup les des petits chaussons en cuir souple ou, chez il y a des marques aussi en magasin, il y a un type de chaussons recommandé par les psychomotriciens. Donc, voilà, on privilégie, en tout cas, des choses un petit peu comme ça. Est-ce que vous avez des questions sur cette, phase de développement-là? Des questions alors ça peut être des questions ou des remarques, hein. Vous avez le droit aussi bah, voilà, d'être étonné de certaines propositions que je vous fais là. Allez, hop, je regarde. OK. Merci pour vos retours, en tout cas, même si c'est par, message, mais du coup, bon, pas de questions. OK, hop. Ensuite, la dernière tranche d'âge, donc 24-36 mois, donc entre 2 et 3 ans. Au niveau moteur, on a vraiment la phase d'exploration motrice. Donc là, c'est l'enfant qui court, qui saute, qui shoot avec le pied, qui marche sur une petite hauteur. Voilà, c'est l'enfant qu'on emmène au parc et qui grimpe partout sur les structures, qui fait ça aussi à la maison, qui teste aussi un peu, les limites, le danger. C'est le moment aussi où on apprend un peu ce qui est dangereux ou pas. Et on a une organisation gestuelle qui s'affine, c'est-à-dire que dans cette phase-là, l'enfant va commencer à enlever, à mettre ses chaussettes. Il va commencer à prendre un peu mieux sa fourchette, des choses du quotidien finalement, il va essayer de les organiser un peu mieux pour être un peu plus autonome sur ces actions-là. Au niveau du langage, donc il est capable d'utiliser le «je», le «tu», le «il», il est capable de faire des phrases avec plusieurs mots. Alors oui, les verbes pas conjugués, tout ça, mais c'est pas grave, il commence à faire des phrases. Sur le plan du développement intellectuel, donc ça comprendre les questions où, quoi, qui, les prépositions et tout ce qui est encastrement, donc voilà, mettre dedans, les ronds, les croix, ça c'est maîtrisé, d'accord? Et au niveau affectif, c'est le début de la joyeuse phase, d'opposition qu'on appelle maintenant le terrible two. Voilà, on a l'enfant qui commence à dire non et c'est pas juste dire, c'est parfois même crier non. Heu, voilà et ce qu'on peut faire avec à cet âge-là, on poursuit les jeux d'imitation et de faire semblant, voilà, la dinette, la poupée, tous ces jeux-là et qui souvent les enfants ont commencé sur, un peu avant, hein, entre 1 et 2 ans. Voilà, là, ils sont en plein dedans, donc jouer avec eux, à ces jeux-là. Expérimenter le tour à tour, les premiers jeux de société. Maintenant, on trouve des super, chouettes petits jeux de société, donc qui sont des jeux très courts parce qu'au niveau attentionnel, les enfants sont encore, sur un temps d'attention très court. Mais, voilà, qui permettent d'expérimenter ben, là, c'est mon tour, donc toi, tu ne fais rien, tu attends. C'est ton tour, moi, j'attends. Voilà, des choses comme ça. Des parcours moteurs plus, donc là, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites à la maison ou vous allez en extérieur si votre enfant a envie de plus que juste le mobilier de la maison et le laisser expérimenter seul les gestes du quotidien, d'accord? Hem C'est-à-dire, bah, voilà, tout ce qui est, les chaussettes, les chaussures, mettre le pantalon, mettre le t-shirt, commencer à essayer de découper avec un petit couteau. Maintenant, on trouve des couteaux, très adaptés, pour les enfants de cet âge-là, mais commencer à essayer de découper, même si dans un premier temps, il y en a partout, mais c'est pas grave, c'est comme ça que l'enfant va apprendre finalement et vaut mieux le laisser expérimenter, même s'il va rater plusieurs fois, même si effectivement au niveau, hygiène, bah, ça va pas être très propre tout de suite.
Mais il faut le laisser expérimenter puisque c'est comme ça qu'il va acquérir la compétence et finalement, c'est pas en vous regardant faire ou en regardant l'adulte faire qu'il va pouvoir le maîtriser. Alors évidemment, je vous dis pas de tester la mise de chaussettes ou de chaussures, le matin quand il vous reste 3 minutes avant de partir pour le déposer, à la crèche, voilà. Mais le week-end ou sur des temps où on a le temps finalement, parce que sinon c'est vrai que souvent on dit toujours que: «Bah oui, mais on n'a pas le temps». Évidemment, le matin, on n'a pas le temps. Donc mais cette phase d'expérimentation, il vaut mieux la privilégier sur des temps où tout le monde est un peu disponible physiquement, psychiquement, qu'on ne court pas après le temps et ce sera beaucoup mieux et après on pourra le faire sur des temps, où on a besoin que l'enfant le fasse tout seul. Alors je regarde le chat. Alors, alors je me permets de lire à voix haute votre question, sur, à quoi est due le torticolis congénital. Alors souvent, c'est qu'il y a une mauvaise position, intra-utérine ou alors un mauvais positionnement spontané de l'enfant. Je vous invite vivement à consulter un kinésithérapeute, pédiatrique si vous arrivez à trouver, en tout cas un kiné voilà, qui est à l'aise avec les bébés. Et à défaut, si vous ne trouvez pas de kiné, vous pouvez, consulter un ostéo, d'accord? Mais, torticolis congénital, clairement, c'est les kinés qui s'occupent de ça et vraiment souvent, c'est un mauvais positionnement, heu, qui peut se qui se résorbe, mais avec de la rééducation, d'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Finalement, j'y réponds sans y répondre puisque je vous oriente vers des collègues, mais clairement, c'est eux qui seront plus à même d'aider. Où on était? Non, mais je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, alors il est né avec le cordon enroulé. Est-ce que ça peut être la cause? Effectivement, si le cordon était enroulé autour du cou, il avait sûrement un mauvais positionnement, dans dans l'utérus, dans le ventre. Donc forcément, ben, c'est un positionnement un peu ce qu'on appelle vicieux qui est resté. Et du coup, les muscles se sont contractés d'une certaine façon d'un côté et pas de l'autre. Mais vraiment, hein, c'est des choses ça, les kinés sont très calés là-dessus. Voilà. Je pense que je sais qu'en tant que parent, on a besoin de savoir un peu ce qui a causé ça. Mais là, essayer de voir, plutôt comment on peut le résorber. Donc je sais pas, peut-être que vous êtes déjà accompagné, par un professionnel de santé, hein. Mais en tout cas, oui, peut-être que le cordon, je dis bien peut-être, hein, mais parce que je j'ai pas la situation, enfin, j'ai pas toute la situation au clair, mais ça peut être, oui, une raison, puisqu'avec un cordon roulé autour du cou, le bébé, il s'est forcément pas mis comme il fallait et il a pu être, limité. Alors, est-ce détectable pendant la grossesse? Si oui, possible de corriger. Vous parlez de quoi? Du torticolis congénital? Pour, si c'est détectable pendant la grossesse, Soko? Oui, non, généralement non. Donc, ils peuvent enfin, on peut apercevoir, on peut voir que le bébé est peut-être pas forcément positionné, mais on peut rien faire dedans. Quand l'enfant est encore n'est pas né. Souvent, c'est à la naissance, par contre, on voit tout de suite, et on consulte. De toute façon, vraiment, si vous avez un doute, allez voir encore une fois un kiné. Heu, pour ça, vraiment le tortico-génital, allez voir un kiné. S'il y a rien, il va vous dire qu'il y a rien et tant mieux. Mais eux, en un coup d'œil ou pas d'œil, mais de manipulation, ils vont réussir à vous dire si oui ou non il y a des petites choses et c'est des fois pas grand-chose finalement. C'est des muscles qui sont contractés alors qu'ils ne devraient pas et inversement d'autres qui se sont pas contractés. D'accord? Il y a besoin d'un petit peu de rééducation, de faire des petits exercices, en séance, à la maison, des positionnements aussi à privilégier à la maison, suivant comment s'articule le torticolis, mais vraiment, voilà et effectivement, l'ostéopathie, c'est plus les articulations. Donc c'est pour ça, la torticolis, moi, je préconise d'abord le kiné, et après l'ostéopathie en fonction de ce que le kiné aura fait. D'accord? Parce que, vraiment, normalement, le torticolis, c'est au niveau musculaire et tout ce qui est de l'ordre du musculaire, c'est vraiment le kiné qui va y toucher en priorité. D'accord? L'ostéo, il va être plus sur l'articulaire. Et il peut y avoir des 2, hein, parce que finalement, dans un torticolis congénital, hem, c'est les muscles, voilà, qui se sont pas contractés de la bonne façon et cetera. Ça a généré un torticolis, hem, mais donc il faut résorber cette chose-là, au niveau musculaire, donc c'est le kiné qui va s'en occuper. Sauf que si le torticolis est resté un peu trop longtemps, bah, forcément, il y a peut-être des petites articulations qui se sont du coup mal positionnées. Donc
bah, peut-être qu'il y aura besoin d'aller chez l'ostéo aussi, d'accord? Mais vraiment, torticolis congénital, moi je vous invite, c'est kiné en priorité, d'accord? Je sais que c'est pas facile de trouver des kinés, hem notamment des kinés qui pas qui acceptent les petits, mais qui sont à l'aise en tout cas avec les petits, parce qu'on n'est pas tous à l'aise, que ce soit d'ailleurs kiné, psychomote ou autre, on n'est pas forcément tous à l'aise avec, toutes les populations. Mais, vraiment, trouver un kiné, pour le torticolis et puis généralement, eux, ils orientent vers l'ostéo après s'ils pensent que voilà, qu'ils peuvent rien faire et que c'est plutôt articulaire. Voilà. Que faire avec mon enfant? Bah, je vous ai tout dit et je crois que voilà, là je vous ai mis, ma bibliographie. Je vais mettre beaucoup moi du livre de Michel Forestier qui s'appelle «De la naissance au premier pas». C'est un livre avec des photos, des images, hem, qui est très chouette, que je recommande aux parents, quand vous voulez en savoir plus un peu sur le développement de l'enfant ou sur comment faire des choses au quotidien à la maison. Alors c'est plus sur l'aspect motricité globale là, d'accord, mais il y a beaucoup de choses là de ce que je vous ai dit, vous retrouverez dans son bouquin. C'est une kiné Michel Forestier, mais qui est très psycho dans son approche. Et voilà, le livre est très accessible et il est vraiment très chouette. Voilà, le compte Instagram Lila Signes, c'est pour la mise en place des signes et cetera, c'est une professionnelle qui a sorti un livre, du coup, maintenant, sur les signes avec bébé. Là, je vous ai rappelé, voilà, sur cette petite affiche, vous avez, toutes les étapes de la naissance à la marche avec, voilà, le le plat dos, les retournements, le plat-ventre, le rampé, le 4 pattes. Je commence à me mettre debout. Je suis debout près du petit meuble et je marche tout seul et voilà, comment accompagner le bébé? Bah, à plat dos, à plat ventre, heu, voilà. Dès qu'il se déplace, on lui donne de l'espace et on le laisse expérimenter et encore une fois, à travers les actes de la vie quotidienne, notamment le temps de change, le temps du bain. Le bain, je ne l'ai pas redit, mais le bain libre, c'est très chouette, en fait. Vous mettez juste un petit fond d'eau, vous allongez votre bébé complètement dans le fond de l'eau, hem et en fait, il peut bouger tout seul, il aura pas froid. Vous pendant qu'il est en train de, voilà, de gigoter dans son bain, mais c'est très chouette et voilà, c'est remis sur la fiche, on pas d'assistance à la tenue assise, pas de Youpala, vous voyez en bas et pas de tenue par les mains quand on marche, entre autres. Et voilà, je vous remercie donc pour votre attention. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Est-ce qu'il y a des choses peu claires? Bon, de toute façon, la conférence est enregistrée, vous allez, pouvoir, avoir le replay, comme vous le souhaitez après. Alors, je regarde sur le chat. J'ai partagé un document dans le chat. C'est toutes les Ouais, actus petite enfance. C'est pas mal d'activités que vous pouvez faire gratuitement dans l'arrondissement avec vos enfants le week-end ou il y en a certains la semaine et les événements intéressants de l'arrondissement qui peuvent donc intéresser tous les parents et les familles. trop chouette. Super, Voilà. merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Bridet, pour votre intervention très intéressante et pour tous les précieux conseils qui Voilà, sont j'ai vraiment très essayé de vous utiles. transmettre ce que je pouvais, mais voilà, l'idée c'était de donner des conseils en même temps et pas juste parler de la théorie. Et c'est super intéressant, c'est vraiment pertinent. Donc, merci beaucoup. Pour les autres parents, donc, la prochaine conférence, c'est le 7 février, toujours à 13h, avec le même lien, et c'est sur la prévention des risques d'accidents domestiques. Donc, pense qu'on parlera également du trotteur Yupala, parce que ça cause pas mal d'accidents domestiques. On Ouais. parlera tour de lit aussi, parce que c'est un peu un sujet aussi ces dernières années. Donc, voilà, encore une conférence très intéressante à venir. Je vous remercie beaucoup, Madame Bridet. Merci Bonne à vous. journée à tous. Bonne journée à tous. Au Merci. revoir.